rejoindre pour cette quatrième édition du Festival international du tourisme. Nous sommes ravis de t'avoir parmi nous et nous sommes pressés de voir ton intervention. Donc Thomas est un professeur associé à l'UFR Estua Tourisme et Culture et également un entrepreneur, notamment dirigeant de l'entreprise My Hotel Reputation. Et il va nous parler un petit peu des coulisses du tourisme, ce qui se passe sur les avis en ligne. Donc je laisse la parole à Thomas et merci et bonne conférence à tous. Merci Éponyme pour cette introduction et cette présentation. Bonjour à vous. J'ai une demi-heure pour vous parler des avis clients sur Internet. L'enjeu, c'est de vous donner des clés pour comprendre comment fonctionnent les avis en ligne et surtout comment bien les utiliser dans le choix d'un séjour. Comme vient de le dire Éponyme, bonjour, je m'appelle Thomas Young, je me définis comme un spécialiste en marketing hôtelier. Je suis un ancien hôtelier et oui, j'enseigne à l'Estua et je suis le fondateur de My Hotel Réputation, qui accompagne les acteurs touristiques, principalement les hôteliers, dans la gestion de leurs avis en ligne. La première chose que je veux partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui, les avis sont absolument partout. C'est-à-dire que la première étape d'un voyage, c'est grosso modo une recherche, a priori dans Google, puisque Google trust 94% des recherches au niveau européen. Et dès la première phase de recherche, on est confronté à de multiples avis, sachant que Google, lui aussi, collecte des avis. Donc Google va vous montrer les avis sur d'autres plateformes, plus les avis que lui a collectés. Mais avant, essayons de définir ce qu'est un avis. Pour moi, un avis est un témoignage en ligne public. Il est généralement composé d'une note sur 5 ou sur 10 en fonction de la plateforme, d'un commentaire et ou d'un média. Il y a des fois des classements sur le territoire. C'est-à-dire que sur TripAdvisor, vous pouvez regarder quel est le meilleur hôtel d'Angers, quel est le meilleur restaurant de Poitiers, ce qui n'est pas possible, par exemple, dans les avis Google. Le rédacteur est identifié, il y a son pseudo, on peut cliquer sur son pseudo et globalement, on peut le contacter afin de lui poser une question. Sur l'avis devrait ou doit apparaître la date de dépôt de l'avis ainsi que la date de séjour, la date d'expérience. Il est possible de signaler un problème si dans l'avis il y a des mensonges, s'il y a des insultes, de la diffamation, surtout là-dessus. On peut le signaler à la plateforme pour que quelqu'un de la plateforme vienne le contrôler et éventuellement le modérer. Voici basiquement un avis sur TripAdvisor. Tout en haut, vous avez Anne 65 218 2018, c'est son pseudo. Cette personne a écrit un avis en août 2020. On voit tout en bas que la date de séjour est de août 2020. Il y a une note sur 5, c'est 5 sur 5, c'est les petits ronds verts, un titre parfait, un texte, et puis il y a des photos, on voit des photos du buffet du petit déjeuner. Et en haut à droite, vous avez les 3 petits points. Si vous cliquez dessus, c'est comme ça que vous pouvez signaler l'avis à la plateforme. Donc oui, les avis sont partout. On définit ce qu'est un avis. Et en fait, ils sont si populaires. Merci d'éteindre votre micro, s'il vous plaît. Si les avis sont extrêmement populaires, c'est qu'on est en train de rentrer dans un marché de la conversation. Les gens parlent avant de consommer. Ils ont toujours parlé, sauf qu'avant, la conversation était privée entre tonton Roger, quand je devais acheter une nouvelle voiture et que je ne m'y connaissais pas, et moi. Sauf que voilà, la conversation est aujourd'hui mondiale et publique. Et les chiffres vont nous conforter. On a une statistique qui date de 2017 par OpinionWise et Page Jaune. 90% des clients lisent les avis sur Internet avant de passer à l'acte d'achat. 79% d'entre eux disent faire confiance aux avis et 74% d'entre eux disent être influencés par les avis et les réponses en ligne. L'avis est aujourd'hui un parcours, une étape primordiale dans la sélection et dans la réassurance avant la réservation. 90% lisent, 79% disent faire confiance, 74% disent être influencés. Sachant que TripAdvisor nous a donné une statistique en 2016 et ils nous ont dit que 78% des visiteurs qui venaient sur TripAdvisor venaient pour confirmer un choix et non pas pour s'inspirer. TripAdvisor, les avis ne sont pas des éléments inspirationnels, ce sont des éléments de réassurance et de confirmation de choix. En gros, le voyageur va sélectionner 2-3 restaurants ou 2-3 établissements hébergeurs qui correspondent à ses besoins. Il va aller les départager en allant lire les avis.
En fait, aujourd'hui, quand un voyageur écrit un avis, il va influencer le comportement de réservation des prochains voyageurs. Un élément qui influence le comportement de réservation ou le comportement d'achat est un élément marketing. Aujourd'hui, le client, le voyageur produit du marketing. Il devient coproducteur de marketing et en devenant coproducteur de marketing, il en devient de facto copropriétaire. Et là, on commence à voir les limites du système. Que va faire le client avec cette copropriété sur le marketing? C'est en train de complètement inverser les forces en présence. Nous avons à l'écran un chef étoilé Michelin. Le chef étoilé Michelin, c'est un bonhomme, il est respecté, il est craint, on lui obéit, on ne peut lui répondre que oui, chef. Et bien, ce bonhomme nous annonce qu'il a maintenant beaucoup plus peur, beaucoup plus de crainte vis-à-vis de TripAdvisor que vis-à-vis du Michelin, alors que c'est le Michelin qui fait les macarons et les étoilés du même nom. En fait, tout ça pour dire que les avis, pour certains voyageurs, c'est un exécutoire, c'est un défouloir. Je peux y parler de ce que je n'ai pas eu, de mes refoulés. Et on hérite aussi de ce qui se passe dans les familles. Hein. Une famille qui arrive à l'hôtel, ils viennent de conduire 8 heures en voiture, ils se sont engueulés dans la voiture. Quand ils arrivent à l'hôtel, bah, c'est pas la fête. Ça reste très marginal. Attention, le voyageur est en train de prendre le pouvoir et les forces s'inversent à cause des avis. Où est-ce que l'on trouve les avis? J'ai dégagé quatre types de plateformes. Il y a les plateformes dédiées, comme TripAdvisor, qui est la plus grande plateforme de dépôt d'avis au monde dans le secteur du voyage, mais il y a aussi Holiday Check pour la clientèle allemande, Zoover pour la clientèle hollandaise. L'avantage de ces plateformes dédiées, c'est que leur métier est de collecter des avis. Ils savent collecter des avis, ils savent repérer les éventuels problèmes, ils ont un service de modération, il y a des outils pour interagir avec la plateforme ou pour interagir avec l'audience. Le grand inconvénient, c'est qu'il n'est pas besoin de fournir une preuve de consommation pour déposer un avis sur TripAdvisor. Le deuxième endroit où il y a beaucoup d'avis, j'en ai parlé en introduction, c'est les moteurs de recherche, avec des collectes d'avis par Google en l'espace de 3 ans. Là, depuis 2018, Google a énormément augmenté son volume d'avis, notamment parce qu'on utilise principalement des téléphones Android, qui est donc le système d'exploitation de Google, et en fonction des paramètres de confidentialité, quand on se déplace, les utilisateurs des smartphones Android peuvent régulièrement voir ces petits messages, partagez votre avis, partagez une photo parce qu'il semblerait que vous soyez dans tel endroit. Et donc, en allant chercher des avis comme ça, Google est devenu une des principales plateformes de collecte d'avis. Sur les distributeurs, les fameuses agences de voyage en ligne, et je vous conseille de regarder la vidéo toujours dans ce cycle Les coulisses du tourisme de Yolanda Vandenberg à propos de la réservation, on trouve aussi donc des avis chez les distributeurs. Vous avez là une ancienne capture d'écran de Booking. Le grand avantage des distributeurs, c'est que je ne peux déposer un avis sur Booking.com que si j'ai fait une réservation sur Booking.com, et donc l'avis semble beaucoup plus authentique puisqu'il est lié à un acte de réservation. Les réseaux sociaux, avec Facebook en premier, ont aussi des fonctionnalités de collecte d'avis. Il y a une différence fondamentale à faire dans les avis sollicités versus les avis spontanés. Les avis sollicités, c'est quand vous envoyez un email après le séjour du client pour lui dire « s'il vous plaît, venez partager votre expérience ». Les avis spontanés, c'est quand le voyageur va de lui-même, tout seul, sans qu'on lui demande, partager son expérience. Booking fait des avis sollicités puisqu'ils envoient un email après le séjour. TripAdvisor ne fait pas d'avis sollicités. La différence fondamentale, c'est dans le contenu marketing. Les avis spontanés vont être beaucoup plus riches, beaucoup plus gourmands. Ils vont raconter une histoire, il y aura un bel éventail de mots-clés, il y aura un champ lexical, c'est ce que je voulais dire, varié. Les avis spontanés sont presque émotionnels quand ils sont bien écrits. Alors que les avis sollicités, comme le voyageur n'avait pas l'intention réellement de partager son avis, il le fait parce qu'on lui demande, généralement on va avoir 2 points positifs et 2 points négatifs. Donc oui, Booking a ce côté réassurance parce que les avis sont soi-disant authentiques puisqu'ils sont liés à un acte d'achat. Par contre, les avis en eux-mêmes sont beaucoup plus pauvres que les avis spontanés et donc vont avoir, pour moi, moins d'influence marketing. Ce n'est pas la note qui compte, c'est ce que le voyageur va expliquer, va partager avec ses mots-clés et avec cette capacité de décrire des scènes et de communiquer son enthousiasme pour la destination.
Donc, je ne pouvais pas vous parler d'avis sans vous montrer une page de TripAdvisor. Donc là, j'ai pris l'hôtel Best Western plus hôtel d'Anjou à Angers. Donc là, je suis en haut de sa fiche. On a remarqué qu'on a son adresse, mais il n'y a pas le lien de son site internet, il n'y a pas son numéro de téléphone. TripAdvisor fait tout pour que la réservation soit faite en partant de son site. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a une offre Booking, mais il y a aussi une offre dans la colonne de gauche. Il y a aussi une offre hôtel, hôtel.com, Expedia, eBooker. TripAdvisor est devenu au fil des temps un des plus gros comparateurs de prix. Comme TripAdvisor veut que l'on fasse la réservation par Booking, hôtel.com ou Expedia, parce que c'est comme ça que TripAdvisor gagne son argent, ils ne mettent pas le numéro de téléphone ou le site internet de l'hôtel en haut. Si vous voyez le numéro de téléphone et le site internet, c'est que l'hôtel a acheté une option pour afficher ces informations-là. Il lui en coûte, en fonction de où il est situé et de sa taille, entre 800 et 2000 euros par an. On voit des photos. La plupart des photos sont des photos des voyageurs que les voyageurs ont pris et ont posté en même temps que leur avis. Pour mettre une photo sur TripAdvisor, il faut qu'il y ait un avis. Toute photo de voyageur est forcément accrochée à un avis. Il n'y a pas de photo qui se promène toute seule. Il y a aussi, sachez qu'il y a aussi les photos de la direction. Le propriétaire de l'hôtel, le gestionnaire de l'hôtel peut mettre aussi, lui, en avant ces photos. Normalement, les photos sont clairement indiquées comme étant des photos de voyageurs et des photos de la direction. On voit apparaître aussi une récompense qui est le Traveler Choice 2020. Je reviens tout de suite après sur les récompenses. Si je descends un petit peu dans la page, je vais arriver à un endroit où je vais pouvoir faire des filtres. On voit que cet hôtel, toujours le Best Western, premier hôtel d'Anjou, a 690 avis. Et sur les 690, il y en a 277 qui sont excellents, 279 qui sont très bien. Évidemment, en cochant les différentes cases, je peux faire des filtres et donc je ne peux afficher que les avis en italien de familles qui voyageaient en septembre et qui ont trouvé ça médiocre, ce qui permet d'affiner sa lecture. Et puis là, on a un avis. Je vous ai déjà montré un avis. La différence de l'avis que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que là, en dessous, il y a une réponse. Les directions, le responsable, le directeur de l'établissement a un droit de réponse. Notez aussi cette petite ligne en tout petit en dessous de type de voyageur où il s'est spécifié avis recueilli en partenariat avec cet hôtel. Les hôteliers peuvent, généralement moyennant un petit peu de finance, faire un couplage. Des fois, ça peut être gratuit, attention, mais si c'est automatique, il va falloir payer une brique technologique. Les hôteliers peuvent donner leur fichier client à TripAdvisor, du moins les noms et les adresses email, pour que TripAdvisor envoie un email à ces clients-là afin de les encourager à déposer un avis et partager leur expérience. Il y a 2 récompenses. Les récompenses ont changé l'année dernière. Avant, les 2 récompenses s'appelaient Traveler Choice et Certificat d'Excellence. L'année dernière, TripAdvisor a tout changé pour tout renommer Traveler Choice. Donc, le Traveler Choice tout court, il est globalement distribué à 10 à 15% de tous les établissements de chaque territoire. Et c'est les établissements qui ont plus joué le jeu qui vont avoir ce Traveler Choice, alors que le Best of the Best, c'est distribué à uniquement 25 établissements par pays et c'est basé uniquement sur la qualité des avis, alors que le Traveler Choice est aussi basé sur le volume et la fraîcheur des avis. Donc la vraie récompense, c'est Best of the Best, mais un Traveler Choice tout court est aussi une très belle récompense, un bon indicateur pour vous. Attention, TripAdvisor n'a pas tendance à vous donner le classement par note. Quand vous vous connectez, quand vous arrivez sur la page hôtel d'un territoire, le classement est automatiquement, regardez, le classement rapport qualité-prix. Vous devez cliquer sur la petite flèche pour choisir le classement des voyageurs. Le classement des voyageurs, c'est l'unique classement basé sur la note que les voyageurs ont donnée. Le classement rapport qualité-prix, comme nous montre cette capture d'écran, est un classement qui est basé sur ce que TripAdvisor gagne avec l'établissement en fonction du volume de disponibilité, des réservations, des commissions et de tout ça. C'est assez obscur, le texte que vous pouvez lire là à l'écran est même pas extrêmement compréhensible. Mais voilà, si vous voulez le vrai classement des voyageurs par la note, vous devez systématiquement changer cet élément dans TripAdvisor parce que TripAdvisor a tendance à vous présenter le classement qui lui rapporte le plus d'argent. C'est de bonne guerre, c'est pas caché, c'est indiqué en haut, c'est un peu trop discret à mon goût. Il suffit de le savoir pour avoir un bon comportement maintenant. Justement, je parle beaucoup de TripAdvisor parce que TripAdvisor est la plus grosse plateforme. Ils ont 859 millions d'avis en ligne, chiffre que j'ai mis à jour en mars 2021. Ils ont 463 millions de visiteurs par mois. TripAdvisor ne communique plus sur ce chiffre depuis le début de la pandémie parce que, évidemment, le chiffre a dû complètement chuter.
TripAdvisor veut absolument garder la confiance des voyageurs et donc il a mis en place un formulaire pour que les établissements puissent dénoncer une tentative de chantage. Il y a un comportement qui se développe, le client a pris le pouvoir, il a compris que son avis avait de l'importance et certains, une minorité, peuvent vouloir s'en servir pour obtenir des choses indues. On voit apparaître rarement des comportements du type « si vous ne m'offrez pas les petits déjeuners, je vais vous détruire sur TripAdvisor ». TripAdvisor veut absolument lutter contre ça et donc ils ont mis en place un formulaire spécial à destination des hôtels, des restaurants où on peut signaler une tentative de chantage en donnant le nom et l'adresse email du client. Notez que Booking.com fait aussi quelque chose de similaire et si un client a un comportement inapproprié, on peut le signaler afin qu'il ne laisse pas d'avis ou que son avis soit modéré, voire même on peut l'empêcher de réserver chez nous par la suite. En fait, ces plateformes ont compris que les avis avaient énormément de pouvoir, que certains voyageurs indélicats s'en servaient à des fins immorales et donc les plateformes essayent de lutter contre cela. TripAdvisor est la plus grande plateforme de voyage au monde puisqu'elle génère 11% du trafic mondial dédié au tourisme va sur TripAdvisor. C'est bien plus que Booking, Expedia et Priceline. Enfin, le modèle économique de TripAdvisor, c'est 75% de leur chiffre d'affaires vient du trafic qu'ils vont envoyer vers Booking, Expedia justement. 14% du chiffre d'affaires vient de la vente de données marketing et le reste, c'est du trafic vers l'hôtel en direct. L'algorithme de TripAdvisor fonctionne avec 3 éléments principaux. Donc l'algorithme, c'est comment est-ce que TripAdvisor classe les établissements, le premier, le deuxième, le troisième sur un territoire. Parce que généralement, quand je regarde les 3 premiers, ils ont tous 4,5 sur 5. Comment est-ce qu'ils sont déterminés à la virgule près? Donc bien évidemment, la note influence, mais aussi la fraîcheur des avis. Les avis récents vont plus peser dans l'algorithme et le volume d'avis, plus l'établissement va avoir d'avis et plus l'établissement aura une petite prime au classement. En fait, TripAdvisor fait tout pour que les établissements, les hôtels, les restaurants, etc., soient dans une course permanente à, s'il vous plaît, déposer un avis, déposer un avis, déposer un avis pour avoir beaucoup de volume et beaucoup d'avis frais. Bien évidemment, TripAdvisor fait tout pour avoir des avis, c'est son fonds de commerce après tout. Ils disent que chaque avis est modéré, qu'ils ont de nombreux filtres puissants pour détecter les faux, les fake, c'est leur fonds de commerce, c'est les avis, donc ils prennent cela très au sérieux. D'ailleurs, quand je regarde des avis sur TripAdvisor et qu'après je vais dans un établissement, généralement ça correspond toujours, c'est plutôt fiable comme système. Et ils sont en permanence en train de faire la chasse aux faux. D'ailleurs, là, nous avons la mer Poulard, donc c'est la capture d'écran de TripAdvisor de la mer Poulard. En haut, il y a un grand message qui est apparu en haut parce que la mer Poulard a été prise dans la main dans le sac en train de tricher et TripAdvisor a affiché ce message sur la page, ça s'appelle le badge rouge. TripAdvisor a de bonnes raisons de penser que des personnes ou des entités ayant un lien avec cet établissement ont essayé de manipuler les avis des voyageurs et ou notre indice de popularité. Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour blablabla. Blablabla. Donc si l'établissement triche et qu'il se fait prendre, il a un gros badge sur sa page et il sera rétrogradé globalement en fin de classement. Parce que oui, c'est globalement assez facile d'acheter des faux avis. Là, j'ai fait une capture d'écran d'une plateforme qui n'est pas TripAdvisor. D'ailleurs, j'ai flouté le nom où on voit que pour 1 000 $ par mois, niveau 3, j'aurai 10 avis positifs garantis tous les mois. Donc, c'est facile d'acheter des faux avis. Par contre, si l'hôtel est obligé d'acheter des faux avis pour avoir une bonne réputation, les gens vont aller dans l'hôtel parce qu'ils ont vu qu'il avait une bonne réputation. Ça ne va pas correspondre à ce qu'ils ont lu. Donc, très rapidement, après, ils reviendront dire « Je ne comprends pas tous les avis positifs, je reviens de l'établissement, ça ne correspond absolument pas. » Donc, en fait, il est possible de manipuler le classement de TripAdvisor sur une petite période de temps parce que la force de TripAdvisor, c'est le volume, c'est la communauté et c'est la pérennité dans le temps. Comment interpréter les avis? Vous êtes en train de choisir un hôtel. Ma première recommandation, c'est analyser l'environnement de l'avis. Est-ce que la plateforme est sérieuse? Est-ce que c'est Booking? Est-ce que c'est TripAdvisor? Est-ce que c'est Google? Est-ce que c'est Zoover? Est-ce que c'est HolidayCheck, etc. Ou est-ce que ça traîne dans les fins fonds du web sur un Skyblog ou je ne sais pas quoi? L'environnement de l'avis, est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce qu'il n'y a pas de faute? Ensuite, les problèmes que les gens remontent, il peut y avoir 2 types de problèmes. La perception, ah, c'est trop petit, ah, c'est mignon. Ou alors, s'il y a eu un vrai problème, le chauffage n'a pas marché, l'ascenseur est tombé en panne. La perception est toujours
éminemment personnel et fait appel aux valeurs de chacun. Donc, prenez les éléments de perception avec des pincettes. Le vrai problème, ouais, là, il y a eu un vrai problème, c'est beaucoup plus factuel. En fait, ne soyez pas crédules, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que vous lisez, faites un petit peu des recherches, posez-vous des questions, soyez curieux. J'ai produit un document qui s'appelle Faire confiance aux avis clients dans le tourisme en 25 points. Je ne vais pas revenir sur tous les points parce que j'ai plus que 10 minutes, mais cette fiche est téléchargeable sur mon site arti.re/conf-avis, comme confiance aux avis, donc arti.re/conf-avis. Vous pourrez télécharger cette fiche au format PDF qui devrait vous aider à évaluer, estimer la crédibilité et le poids que les avis que vous êtes en train de lire ont dans votre processus de diffusion. Les éléments importants, j'y reviens tout de suite. Ce qui est primordial, c'est d'analyser le profil du rédacteur. Les plateformes sérieuses, vous pouvez cliquer sur la tête du rédacteur et vous avez accès à son profil. Ce qui va m'intéresser, c'est l'historique du profil. Regardez quand on voit un profil en gros. Bon, bah lui, il est membre de TripAdvisor depuis 2011. Ça fait 10 ans qu'il est membre de TripAdvisor. C'est à peu près sérieux. C'est pas quelqu'un qui vient tout juste de créer son profil pour exprimer son mécontentement. Ensuite, je vais regarder si j'ai affaire à monsieur et madame Grognon. Toujours dans le profil, je peux voir tous les avis qu'il a déposés. Et si je vois qu'il dépose que des avis négatifs, alors ne prenez pas en compte son avis parce qu'on a affaire à un profil particulier, monsieur et madame Grognon. Et enfin, je vais regarder la typologie de clientèle. S'il a mal noté cet établissement 2 étoiles et je vois que d'habitude, il met des avis pour des palaces ou des grands établissements 4 et 5 étoiles, bah dans ces cas-là, c'est normal que dans le 2 étoiles, il n'ait pas trouvé le niveau de service auquel il est habitué normalement. Et donc, ne prenez pas en compte ces avis. C'est la chose importante. Analysez le profil du rédacteur. Ça vous mettra tout de suite la puce à l'oreille s'il y a besoin de la puce à l'oreille. Et ensuite, c'est juste du bon sens. Là, je vais juste vous lire cet avis. Nous avons été dîner dans ce restaurant avec des clients. Quelle honte, le serveur avait l'air d'être drogué, quant au patron avec son air facho n'était pas du tout plaisant, la nourriture était exécrable, nous avons trouvé un papillon dans la pizza et une petite souris se baladait dans le restaurant. Nous entendions les cuisiniers qui chantaient des chansons paillardes, bref, à moins que vous vouliez bien rigoler, ne mettez pas les pieds dans ce restaurant-là. J'ai pas besoin de vous dire que cet avis-là a toutes les caractéristiques du faux avis. Ce n'est pas possible qu'il y ait un papillon, une petite souris, on entend les... Enfin voilà, donc si c'est too much, ne le prenez pas en compte. D'ailleurs, on voit bien sous le profil que cette personne n'a écrit qu'un seul avis. Il y a vraiment une relation entre le contenu, le profil et l'établissement que vous recherchez. Un avis comme ça, là non plus, c'est pas la peine de le prendre en compte. Il s'agit manifestement d'une boutade. Enfin, j'en sais rien. Et puis après, là c'est factuel, il y a eu un problème, il a eu une chambre avec des lits jumeaux et non pas un lit double, et le client exprime son mécontentement. La manière dont il exprime son mécontentement montre bien qu'il est dans le risible, et c'est un avis qu'il ne faut pas prendre en compte, enfin pour moi. Il y a une norme AFNOR qui a été publiée en 2013 qui juste s'occupe d'encadrer la collecte, la modération et la restitution des avis. Je ne vais pas rentrer dans la norme, mais si vous avez un site qui affiche la norme AFNOR comme quoi il gère les avis avec la norme AFNOR, c'est beaucoup plus sérieux et vous pouvez a priori faire plus confiance aux avis qu'un qui ne l'affiche pas. Cette norme AFNOR est d'ailleurs devenue une norme ISO, c'est-à-dire une norme internationale en 2018. Donc regardez s'il y a la présence de la norme sur la plateforme que vous êtes en train de consulter pour améliorer la confiance que vous pouvez avoir dans les avis. En conclusion, j'ai envie de dire, consulter un minimum de 2 ou 3 plateformes. TripAdvisor et puis un distributeur. TripAdvisor parce que les avis sont riches, mais pas forcément authentiques, on aura toujours un doute. Le distributeur parce que les avis sont authentiques, mais les avis seront un petit peu plus pauvres. Ayez une vision globale. Ce qui va vous sécuriser, c'est le volume. Un établissement qui n'a que 20, 40 ou 50 avis, pour moi, ce n'est pas assez suffisant. On peut très facilement manipuler quand il n'y a que 20 avis. Un établissement qui a 200, 300, 500 avis, là, ça commence à peser et ça sera beaucoup plus sécurisant et ça sera beaucoup plus le reflet de la réalité. Équilibrer les plateformes aussi entre les avis spontanés, les avis sollicités, entre les plateformes de réservation et Google et ou TripAdvisor. Filtrer selon votre profil. N'hésitez pas à afficher les avis des Français en famille qui voyagent à telle période, puisque en fonction de la segmentation client, si je suis un homme d'affaires, une famille ou un couple d'âge mûr, je ne vais pas avoir les mêmes besoins et donc je ne vais pas avoir le même ressenti
ressenti sur place. Analysez quelques avis récents et quand je dis analyser, c'est lisez-les, posez-vous les questions sur la qualité du contenu, si c'est crédible, le bon sens, analysez le profil du rédacteur. Et enfin, quelque chose de basique, est-ce que les avis sont propres? Est-ce que c'est bien présenté? Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? Est-ce que le langage est maîtrisé? Sont autant d'indices qui vont ramener de la confiance ou vous permettre de sortir, d'éliminer quelques avis peu crédibles et donc de vous permettre de faire des meilleurs choix pour le voyage. Et ben voilà, il est 56, j'ai tenu en 26 minutes exactement, je vais départager mon écran et vous allez me retrouver en pleine forme. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite plein de beaux voyages dès que cette pandémie est terminée et plein de plaisir puisque le voyage, c'est le partage, l'échange, la découverte. C'est quelque chose de fantastique. Et oui, vous pouvez faire confiance aux avis dans les conditions que j'ai indiquées. Merci à vous, bonne journée et à bientôt. Je t'entends pas, éponyme. Merci beaucoup, Thomas. De rien. Oh, merci Damien d'être resté jusqu'au bout, alors que c'est l'heure de déjeuner. Est-ce que j'arrête l'enregistrement? Oh, il y a des questions dans le chat. Alors, j'ai une question d'un certain Philippe Duhamel. Quand on est touriste, pensez-vous qu'il faille déposer des avis pour les établissements qu'on a appréciés? Cela est-il aidant pour eux ou finalement ne sont-ils attentifs qu'aux avis peu amènes? Si vous êtes content et que vous avez envie de remercier l'établissement, effectivement, partagez un avis positif. Si vous avez utilisé des avis pour faire des bons choix et que ça vous a aidé à faire des bons choix, alors allez déposer des avis pour rendre à la communauté ce que vous avez pris en consommant les avis. Les avis sont extrêmement positifs. Je connais de nombreux établissements qui ont une moyenne supérieure à 9 sur 10. Donc, dans certains cas, vous êtes content, vous déposez un 9 sur 10. 9 sur 10, c'est une bonne note, hein, attention. Mais en fait, ça va pénaliser l'établissement parce que l'établissement, il a une moyenne supérieure à 9 sur 10. En fait, les avis sont extrêmement positifs. Là, par exemple, la moyenne mondiale sur TripAdvisor est autour de 4,5 sur 4,3 sur 5, ce qui est une moyenne très, très élevée. Donc, si vous voulez faire plaisir à un établissement parce qu'il vous a bien reçu, déposez un avis, mais regardez d'abord sa note moyenne pour vérifier que votre avis, votre note, ne va pas faire baisser sa moyenne ou plutôt la faire monter, puisque à la base, c'était l'objectif. Si vous êtes insatisfait, si vous avez un problème, s'il y a quoi que ce soit, n'attendez pas la fin du séjour pour déposer un avis sur TripAdvisor, c'est trop tard. Allez tout de suite, parlez gentiment avec la réception. C'est leur métier, ils vont trouver des solutions. Normalement, ils vont tout faire pour que ça se passe bien. Mais si vous ne dites pas qu'il y a un problème, la réception ne peut pas savoir qu'il y a un problème et donc n'allez pas le dire après dites-le sur Internet si la réception n'a pas trouvé de solution à votre problème. Oui, là, c'est une information importante et intéressante. Je t'entends toujours pas, éponyme. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous et je vous souhaite à tous une bonne fin de Festival international du tourisme 2020 et on se retrouve dans 2 ans puisque c'est un festival qui a lieu tous les 2 ans en pleine forme et toujours plein de bonne humeur pour vous faire voyager et vous faire rêver. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci. Merci Damien, bonne journée. Merci Thomas.